Bonjour, bienvenue dans l'espace des sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon concernant le premier thème. Mais auparavant, j'aimerais bien vous rappeler un petit aperçu du cadre référentiel de l'examen du baccalauréat, option français, série sciences expérimentales, la filière des sciences physiques, dont je suis bien entendu chargé de préparer mes élèves. La discipline des sciences de la vie et de la terre. Nous allons rappeler à travers cette première partie les différents concepts en rapport avec les 4 unités qui composent le programme de cette année. Et à travers quelques exemples d'exercices type bac, on essaiera d'évaluer nos acquis en savoir et en savoir-faire. Dans cette première partie, nous allons nous contenter du premier thème. La première unité concernant la consommation de la matière organique et flux de l'énergie au niveau cellulaire. يعني استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة على المستوى الخلوي. La sous-unité, bien entendu, l'unité est composée de 2 sous-unités. La première sous-unité, il va porter sur les réactions à l'origine de la libération de l'énergie potentielle des métabolites. Ce qu'on entend par les métabolites, c'est les substances organiques type 1. 4 points essentiels à saisir selon donc le cadre référentiel. Le premier point, bien entendu, il faut être en mesure de savoir toutes les réactions permettant la production d'ATP. Je parle notamment donc des réactions de la respiration et celles de la fermentation. Deuxième point à saisir, connaître les structures impliquées dans la production d'ATP. À savoir donc tous les compartiments cellulaires qui sont concernés par ces réactions. Troisième point à saisir, bien entendu, déterminer les bilans énergétiques des 2 voies, de la voie anaérobie et aérobie, soit donc la respiration et la fermentation. Et en fin de compte, savoir calculer et comparer les rendements énergétiques des 2 voies et en expliquer les différences. Donc voilà, nous allons point par point essayer donc de rappeler tous ces concepts. Pour commencer, il est nécessaire de rappeler que le métabolite préféré de la cellule est le glucose, qu'on écrit habituellement C6H12O6, un sucre en C6, produit de la photosynthèse, voire cours première bac. Donc, je vous rappelle le bilan global de la photosynthèse. Rappelez-vous que les plantes chlorophylliennes, en présence de la lumière, vont transformer le CO2 et l'eau. Le CO2 et l'eau vont être transformés en glucose et en dioxygène, avec bien entendu la production de l'énergie. Donc vous remarquez que l'énergie lumineuse ainsi convertie est stockée dans des molécules organiques comme le glucose. Et le glucose est donc une source énergétique potentiellement utilisable par la cellule pour renouveler sa réserve en ATP, assurer une petite idée sur l'ensemble de ce qui se passe réellement au niveau de la cellule. On peut ainsi résumer la vie de la cellule d'une cellule par ce cycle. La molécule d'ATP, rappelez-vous, c'est la devise énergétique de la cellule, donc c'est la substance énergétique intermédiaire qui permet à la cellule donc de fonctionner. L'extraction de l'énergie stockée dans l'ATP se fait par biais de cette réaction. Il va engendrer donc un adénosine diphosphorique plus un phosphate inorganique, donc à partir de l'adénosine triphosphorique. Cette réaction aura libéré une énergie utilisable, une énergie chimique donc, dont une partie sera utilisée pour assurer les fonctions cellulaires. Bien entendu, pour pouvoir assurer la continuité de ces fonctions, la cellule a besoin de régénérer son stock en ATP. Et c'est là où on a besoin effectivement de réaction inverse. Seulement cette réaction, contrairement à celle-ci, elle a besoin d'énergie. Cette énergie provient juste de la consommation du glucose, qui va donc être dégradée et libérée de l'énergie. Cette énergie sera stockée dans des molécules d'ATP. Donc il servira à réaliser des liaisons phosphates entre l'ADP et le Pi. La première réaction est appelée une hydrolyse d'ATP. Et la deuxième réaction, c'est une phosphorylation de l'ADP. Et c'est cette réaction qui nous intéresse. Nous allons donc essayer de voir comment la cellule, grâce
à ces deux voies métaboliques arrivent-elles à libérer l'énergie contenue dans la molécule du glucose. On rappelle que les deux voies de consommation du glucose sont donc une voie aérobie, soit la respiration, et une voie anaérobie, c'est la fermentation. Ça, vous êtes censé le savoir déjà. La définition qu'on puisse donner à la respiration cellulaire, c'est une dégradation complète du glucose en présence de dioxygène, permettant une libération totale de son énergie dans le but de produire de l'ATP. Rappelez-vous donc l'objectif de cette respiration, c'est produire de l'ATP, notamment donc, et vous allez voir que finalement ce sont des réactions de transfert d'électrons. Donc la fermentation cellulaire peut être définie aussi comme étant une dégradation complète du glucose, en absence de dioxygène cette fois-ci, ne libérant qu'une partie de son énergie et produisant de l'ATP. Vous voyez que les deux voies ont le même objectif et on verra plus tard donc les rendements des deux voies et comment on peut expliquer la différence observée. Au cours des deux voies, il y a un transfert d'électrons depuis le métabolite qui est le glucose. L'énergie générée lors de ce transfert est utilisée pour produire donc de l'ATP. Il faut savoir d'abord que la respiration, voyons donc qu'il y a un certain nombre de compartiments impliqués, notamment il y a le plasme, puis la matrice mitochondriale. On verra qu'il y a une autre structure mitochondriale qui est impliquée, mais contentons-nous d'abord de voir les niveaux cellulaires où se fait réellement la dégradation des métabolites. Que se passe-t-il dans l'urénoplasme alors? Le glucose est transformé en acide pyruvique. Je rappelle là qu'une mole de glucose va générer 2 moles d'acide pyruvique. Mais comme c'est un transfert d'électrons, donc comme c'est une oxydation, il y a des transporteurs qui sont impliqués, notamment donc les 2 NAD+. Et comme le transfert génère de l'énergie, il y a aussi donc 2 ADP et 2 PI qui vont servir à la phosphorylation. Les produits finaux sont donc en plus de l'acide pyruvique, 2 molécules d'acide pyruvique, vous aurez donc 2 transporteurs réduits et 2 ATP, 2 NADH+. Cette étape est qualifiée de glycolyse. Et c'est une étape commune aux deux voies. C'est-à-dire qu'on va la retrouver aussi au niveau de la fermentation. Comme vous voyez, donc c'est un transfert qui n'aura nécessité aucun l'apport de dioxygène. Donc c'est une réaction qui peut se faire aussi bien en milieu aérobie qu'en milieu anaérobie. Quel est le devenir de l'acide pyruvique? Rappelez-vous, le métabolite, il contient toujours de l'énergie. Donc l'acide pyruvique va devoir quitter le plasme vers la matrice mitochondrienne. Là, dans un premier temps, il est dégradé donc en acétylcoenzymat, et puis au cours d'un cycle de Krebs, donc la dégradation devient complète. Et bien entendu, cette dégradation nécessite 6 molécules d'H2O, mais aussi comme c'est une déshydrogénation, il aura nécessité donc des transporteurs, 10 transporteurs à l'état oxydé, donc soit 8 NAD+, et 2 FAD. Ça, ceci bien entendu pour la dégradation complète de 2 molécules d'acide pyruvique qui sont les produits de la glycolyse. Les produits de cette réaction, ce sont donc 2 ATP produits pendant le cycle de Krebs. Rappelez-vous, cette étape-là ne génère pas d'ATP. Par contre, le cycle de Krebs va pouvoir nous donner un ATP par cycle. Et comme nous avons l'affaire à 2 cycles de Krebs, donc il y aura 2 ATP, 10 RH2, donc 8 NADH+, et 2 FADH2, et puis bien entendu 6 molécules de déchets minéraux qui sont le CO2. La dégradation complète de l'acide pyruvique consiste simplement en une décarboxylation totale et une déshydrogénation. La décarboxylation s'accompagne de la production de CO2, qui est un déchet qui va être éliminé, et la déshydrogénation s'accompagne de la production des transporteurs à l'état réduit. Avant d'entamer donc la dernière, vous allez voir que le métabolite est complètement dégradé au niveau de la matrice. Seulement, cette dégradation a abouti à la production de ces transporteurs réduits, et par conséquent, c'est de l'énergie potentielle. Et on va voir donc pendant la troisième étape de la respiration, appelée donc des oxydations respiratoires, en réalité, c'est là on va récupérer l'énergie de ces transporteurs. Mais avant cela, il faut rappeler que la mitochondrie impliquée dans
dans ces réactions respiratoires. C'est un organite cellulaire compartimenté. Là, vous avez là une photo, une vraie photographie d'une mitochondrie, bien sûr, observée au microscope électronique, avec un grossissement de 20 000 fois. Donc, vous remarquez déjà que c'est un organite compartimenté. Schématiquement, on peut le représenter comme suit. Donc, vous voyez donc une membrane externe, puis une membrane interne. Vous avez un espace entre les deux membranes appelé espace interne, c'est le premier compartiment. Et le deuxième compartiment, donc, c'est la matrice. Bien entendu, à l'intérieur, on peut rencontrer aussi les crêtes. Donc, vous avez donc le prolongement de la membrane interne en forme des crêtes. Vous pouvez rencontrer de l'ADN, des ribosomes. En fait, vous allez constater que la mitochondrie est capable de produire ses propres enzymes dans la mesure où il dispose de son propre ADN et de ses propres ribosomes. N'oubliez pas l'ADN et les ribosomes impliqués dans l'expression, donc la formation génétique. La troisième étape de la respiration a lieu au niveau de la membrane interne et il consiste en la réoxydation. Cette membrane est caractérisée par la présence d'une chaîne respiratoire et des sphères pédonculées. On va voir donc le rôle de ces deux types de structures. Voilà à quoi correspond donc une membrane interne. Vous avez donc un premier compartiment, c'est l'espace intermembranaire en haut, et la matrice mitochondriale vers le bas. Là, vous avez des complexes, des coenzymes en fait, c'est des complexes qui vont jouer le rôle de transporteur d'électrons. Et là, vous avez donc le cinquième complexe qui est les sphères pédonculées. En voilà une, la sphère pédonculée, on va voir donc le rôle. Alors, que se passe-t-il au niveau de complexe 1? Au niveau du complexe 1, il y a récupération des électrons de l'ANADH. Donc, ça veut dire qu'il y a une réoxydation de l'ANADH+, qui va ainsi générer l'NAD+, et ceci va permettre à ce complexe de pomper 4 protons depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Par contre, le complexe 2, il va pouvoir récupérer les électrons en provenance de FADH2, donc ça veut dire qu'il va oxyder les FADH2. Seulement, ce complexe ne joue aucun rôle dans le pompage de protons. Par contre, le complexe 3 comme ça, il va pomper 4 protons, il va pomper 2 protons. Donc, vous allez constater que à travers cette chaîne, il y a un flux d'électrons. Ce flux d'électrons va finalement permettre la réduction de dioxygène en tant que dernier accepteur des électrons. Il y aura donc ainsi formation d'H2O. Vous allez comprendre que à travers le flux d'électrons, il y aura un gradient protonique qui se créera, qui va être créé. Et ce gradient en proton ainsi créé va permettre la production d'ATP, puisque les protons auront tendance à retrouver la matrice par diffusion. Le flux de protons à travers la sphère pédonculée va générer de l'énergie qui sera utilisée pour phosphoryler. Donc c'est ce qu'on appellera une phosphorylation oxydative. Vous remarquez donc le rôle de la chaîne respiratoire dans la régénération des transporteurs à l'état oxydé et la réduction d'O2, mais rappelez-vous que cette énergie générée par ce pompage va être récupérée au niveau des pédoncules, des sphères pédonculées, qu'on qualifie ainsi d'ATP synthase. Une fois, bien entendu, connu toutes ces formalités, donc il va falloir savoir calculer le bilan énergétique qui en fait désigne la quantité d'énergie récupérée lors de la dégradation du métabolite. Je vous rappelle que la glycolyse aura produit d'une façon directe 2 ATP, le cycle de Krebs 2 ATP, puisque c'est le bilan de 2 cycles de Krebs. La phosphorylation oxydative à elle seule aura produit 32 ATP, puisque rappelez-vous, l'oxydation d'une NADH+ aura généré 3 ATP et l'oxydation d'une FADH2 aura généré 2 ATP. Donc vous faites votre calcul. Bien sûr, ça c'est le bilan pour la dégradation complète d'une molécule de glucose. Le bilan donc, la réaction globale s'écrit donc ainsi. C6H2O6, qui est le glucose, plus 6 molécules d'O2, va générer donc 6 molécules de déchet minéral, qui est le CO2, 2
H2O et 36 ATP. Le rendement énergétique, quant à lui, désigne le pourcentage d'énergie chimique du glucose utilisable par la cellule, c'est-à-dire l'énergie stockée dans les 36 ATP produites. Si on suppose qu'une mole de glucose libère 2860 kJ et qu'une mole d'ATP correspond à une énergie de 30,5 kJ, la dégradation complète d'une mole de glucose qui aura donné 36 moles d'ATP, le bilan donc peut s'écrire de cette façon-là. 36 qui est le bilan énergétique de la respiration, multiplié par 30,5 qui correspond à l'énergie de chacune de ces 36, multiplié par 100, divisé par l'énergie totale libérée par l'oxydation complète de C6H12O6, ce qui va donner approximativement 40%. Le reste de l'énergie, il s'est dissipé sous forme de chaleur. Voilà, donc j'espère donc dans le prochain cours, on essaiera de voir le cas de la fermentation et on essaiera surtout de comprendre pourquoi les bilans énergétiques et le rendement génétique des deux voies ne sont pas les mêmes. Voilà, merci.